Bonjour à tous, bienvenue sur cette session graphe de GC 2021. Donc, nous avons 4 articles courts. Les 4 présentateurs sont là. Donc, je vous rappelle qu'un article court, vous avez en tout 15 minutes, questions comprises. Et donc, je mettrai dans le chat où je vous ferai savoir, évidemment, si vous arrivez au bout. On va essayer quand même de se garder 3-4 minutes de questions. Donc voilà, donc le premier article intitulé Modèle de graphe pour l'analyse des structures de trajectoires maritimes. Donc c'est Mariam qui va nous présenter cet article. Je te passe la parole. Merci Bruno, bonjour, je m'appelle Meslek Elaya Mariam, je suis doctorante en 2e année à l'Institut de recherche de l'École navale et aujourd'hui je vais vous présenter notre article intitulé Modèle de graphe pour l'analyse des structures de trajectoires maritimes. De nos jours, le développement de capteurs et de systèmes embarqués pour la localisation des navires a permis une croissance exponentielle des données de mobilité maritime. Une problématique qui se pose est de pouvoir analyser ces données pour comprendre le trafic maritime. Pour ce faire, nous avons besoin d'un modèle formel et opérationnel permettant l'analyse des patrons de déplacement et l'extraction des caractéristiques du réseau maritime, et ce, à différentes échelles spatio-temporelles et sémantiques. Dans le but d'analyser ces réseaux maritimes, 3 principaux challenges se posent. Le premier est de pouvoir formaliser un modèle pour la représentation des trajectoires maritimes. Le deuxième est de pouvoir implémenter le modèle dans une plateforme permettant le traitement et le stockage de ces données. Et le troisième consiste à extraire des analyses et des informations caractérisant les réseaux maritimes. Dans la quête d'un modèle adapté pour répondre à ces challenges, une étude de l'état de l'art a montré une tendance à utiliser les graphes pour représenter les données de mobilité. Donc, notre solution est un graphe spatio-temporel sémantique, qui est un graphe orienté et annoté, avec des entités étiquetées par des informations spatiales, temporelles et contextuelles. Les modèles de graphes de trajectoire maritime existants dans la littérature sont le plus souvent établis à des échelles d'abstraction fixes et n'intégrant pas la dimension spatiale ou la représentent sous forme de coordonnées géographiques brutes sans une vraie structure. Par opposition à ces modèles, notre graphe présente l'avantage d'avoir plusieurs niveaux d'abstraction, permettant ainsi des analyses à plusieurs niveaux ou bien plusieurs échelles spatio-temporelles et intégrant la dimension spatiale sous forme d'une discrétisation de l'espace par grille régulière et hiérarchique. Les principales définitions formelles que nous présentons dans cet article concernent premièrement une trajectoire spatio-temporelle sémantique, qui est un sous-graphe composé par des nœuds et des arêtes étiquetés par notamment des informations spatio-temporelles et sémantiques. La deuxième définition principale est celle d'une discrétisation spatiale hiérarchique, qui est un système d'indexation permettant de donner à chaque couple de coordonnées géographiques des indices de grilles correspondantes avec des résolutions hiérarchiques croissantes. Et donc, pour représenter nos trajectoires spatio-temporelles sémantiques, nous les projetons dans un système d'indexation spatiale hiérarchique. Pour implémenter notre modèle, nous avons utilisé un jeu de données réel issu des capteurs AIS contenant plus de 3 gigas de données correspondant au mois de janvier 2016, avec plus de 60 millions de positions émises par 75 000 navires, avec des données nominatives et avec les localisations de 550 ports couvrant la zone Europe, comme vous le voyez sur la carte à droite. Le pipeline de traitement et d'intégration de ces données concerne en plusieurs étapes.
La première étape est l'extraction des trajectoires par un package qui s'appelle Moving Panda, qui permet d'extraire les positions correspondant à chaque navire ordonné dans le temps. L'étape suivante est la compression et le filtrage de ces trajectoires en fonction de la vitesse et de la direction de déplacement. La prochaine étape concerne le clustering de ces points pour identifier les grands zones de densité. Ensuite, on procède à la notation de ces trajectoires en fonction du numéro de cluster et en fonction d'une indexation spatiale par le package Uber H3. Uber H3, c'est un modèle ou bien un système d'indexation spatiale par grille hexagonale hiérarchique. Il contient 15 résolutions hiérarchiques et permet d'annoter les positions contenues dans ces trajectoires. Enfin, on procède à l'annotation de ces trajectoires par leur proximité au port. Et enfin, on procède à l'intégration de toutes ces données-là dans un graphe, dans une base de données graph sous l'outil Neo4j. Alors, pour illustrer ce processus de traitement, après la compression d'une trajectoire, on n'aura que les points tournants significatifs qui sont les points en rouge. Et l'indexation en utilisant Uber H3 permet de passer des coordonnées brutes à des grilles hexagonales de deux dimensions, et ce, à des résolutions hiérarchiques. Donc, le tout est intégré dans une base de données graph conformément au schéma à gauche, qui consiste à dire que chaque navire part d'un nœud de départ vers le nœud suivant. Et si c'est le cas, les deux nœuds sont liés par une arête directe orientée du nœud de départ vers le nœud d'arrivée. Et tous ces éléments sont étiquetés par différents types d'informations, notamment les identifiants des navires, les indices spatiaux et le temps. Notre base contient plus de 5 millions de relations et environ 26 000 nœuds de trois types, navires, ports et points tournants significatifs. Pour exploiter le potentiel de notre modèle, nous avons appliqué plusieurs types d'analyses à travers des requêtes. Ici, je présente deux exemples. Le premier exemple concerne à extraire des connaissances spatio-temporelles. Ici, on cherche les navires qui partent du Maroc vers la France entre le 1er et le 15 janvier, en passant par le détroit de Gibraltar, qui est une zone définie stratégique. Ici, le détroit de Gibraltar est représenté par un ensemble d'hexagones, et la requête a pour résultat un sous-graphe composé de 6 navires qui font les trajets entre 2 ports du Maroc et 4 ports de destination en France. Et on peut représenter le graphe résultant sur la carte, comme vous le voyez. Le deuxième type de requête ou d'analyse sont les requêtes pour extraction et analyse des patterns. Ici, dans l'exemple, on cherche les trajectoires qui partent de leur port de départ vers leur port de destination en passant par un seul port de transit ou bien un port intermédiaire. Et pareil, le résultat est un sous-graphe composé de 64 ports et de 174 trajectoires. On peut visualiser ce résultat autrement, et ce par un diagramme de Sankey qui permet de relever les ports les ports stratégiques qui ont plus d'influence dans le réseau. On note notamment le port d'Arbor en Angleterre, le port d'Istanbul en Turquie et le port de Vlaardingen aux Pays-Bas. Donc, pour conclure, dans cette présentation, nous avons présenté la formalisation d'un modèle de graphe pour représenter les mobilités maritimes. Ce modèle intègre la dimension spatiale par une indexation spatiale hiérarchique. Ensuite, nous avons implémenté notre modèle dans un outil de gestion de base de données graph et nous avons procédé à quelques analyses à travers des requêtes spatio-temporelles. Dans les perspectives futures, nous envisagerons premièrement de consolider le modèle de trajectoire sémantique et des niveaux hiérarchiques.
Deuxièmement, de développer des opérateurs d'analyse adaptés pour la structure particulière de notre modèle. Et enfin, de développer une interface pour la présentation des analyses spatio-temporelles et sémantiques. Et sur ce, je vous remercie pour votre attention et je me tiens disponible pour vos questions. Merci. Merci beaucoup, Mariam, c'est parfait. Je n'ai pas vu de questions sur le chat, mais ce n'est pas grave, j'en ai plein parce que j'ai beaucoup aimé ton exposé, parce que moi, c'est exactement le genre de choses que j'adore faire. Ce que je n'ai pas bien compris, au début, donc, tu parlais de graphes sémantiques. Oui. Est-ce que c'est ce qu'on appelle en fait traditionnellement des réseaux? Oui, c'est bien. Oui, voilà. Dans le vocabulaire, moi souvent je dis que voilà, le graphe c'est l'objet mathématique et le réseau en fait, c'est qu'on pose une sémantique sur les sommets et les arêtes. Voilà. Donc c'est juste ça, ok. Oui, c'est bien ça. En plus, on ajoute la notation en fonction de l'espace, du temps et des données contextuelles qui décrivent l'environnement de déplacement du navire. D'accord. Et donc du coup, sur la façon de créer le graphe, là, ce que j'ai pas bien compris, parce qu'évidemment sur un papier court, ça va hyper vite, c'est pourquoi, pourquoi les cases la grille hexagonale. Ça, j'ai pas tout compris là. Alors, la grille hexagonale, on peut. Tu avais une image, là j'ai noté, je crois, le transparent 12. Voilà, le suivant. OK. Donc là, pour compresser nos trajectoires, parce que on a des positions sur le long de toute la trajectoire. Donc, on extrait les points tournants significatifs qui correspondent aux points de changement de direction du navire, de direction de déplacement. On obtient ces points comme étant des positions géographiques et pour éviter pour intégrer la dimension spatiale avec une structure bien définie, on passe à l'indexation par des grilles hexagonales, ce qui permet de passer des coordonnées géographiques vers des structures de D qui permettent ensuite de passer à différentes résolutions hiérarchiques. Donc, j'ai compris, d'accord. Donc, on peut monter, en fait, on construit notre modèle hiérarchique à partir à base de cette indexation hexagonale, en montant en abstraction et en montant dans la résolution spatiale. D'accord, merci, j'ai compris. Donc là, ce qui m'a perturbé, c'est que je voyais les cases hexagonales uniquement là, mais en fait, il faut imaginer, c'est qu'on plaque complètement une grille et on veut savoir dans quelle case de la grille est le bateau. Et en fait, on travaille après sur les coordonnées de la case dans la grille. Oui, voilà. Ok, excellent, merci. Donc, on ne travaille plus sur les coordonnées brutes, mais sur les cases de la grille. Oui, non, bien sûr, oui, ça se comprend ça se comprend tout à fait. Alors, il y avait une question dans le chat, je ne sais pas, je dois la retranscrire, mais je vais le faire, même si je ne sais plus. Donc, on dit, voilà, au niveau du passage à l'échelle, peut-on trouver d'autres applications à vos travaux? Donc là, dans la question d'Hugo, non pas de Hugo, de Sylvain, il parlait de véhicules automobiles, mais moi j'irais même au-delà de tout véhicule, parce qu'il y a des drones, il n'y a pas que des bateaux, hein, on peut penser des véhicules terrestres ou aériens. Oui, c'est bien applicable. Là, on est dans le cadre d'analyse des réseaux maritimes. Donc, on s'intéresse bien évidemment aux données maritimes, mais c'est bien applicable à toutes sortes de données de mobilité, que ce soit d'individus ou de véhicules ou d'autres objets mobiles. Merci. Et on avait une précision dans le chat. Du coup, effectivement, le Uber H3, je me demandais, mais Uber, évidemment, c'est la société de VTC. Donc, oui. Voilà. C'est bien la société Uber qui a inventé ce mécanisme d'indexation pour pouvoir l'exploiter pour l'analyse des trajets des Uber, quoi. Eh bien, merci beaucoup. Les 15 minutes sont déjà passées. Ça va très, très vite. Et donc, on va passer au deuxième article. Et donc, on continue donc avec le deuxième article, donc, présenté par Tarek Benkhelif, qui va nous parler d'extraction de dépendance fonctionnelle. Et donc, le prof de base de données que je suis est vachement intéressé. Donc, vas-y, c'est à toi.
15 minutes, donc une douzaine de minutes de présentation et des questions ensuite. Ça Allez, marche. Merci Bruno. Bonjour à tous, je m'appelle Tarek Benkhalif, je suis ingénieur en Machine Learning and Talent et je vais vous présenter les travaux de stage de Clara, qui était au moment des faits étudiante à l'IMT Atlantique. Donc, ça va parler d'extraction de dépendance fonctionnelle à partir d'un corpus de tableaux web. Donc, tout d'abord, la motivation. Ce qu'on veut faire avec ce travail, c'est à partir de données tabulaires, des données de nos utilisateurs, on voudrait détecter des erreurs. Là, on voit qu'il s'agit d'une table avec des capitales et des noms de pays. On veut remonter cette incohérence, par exemple, où on voit que la capitale Kaboul est liée à deux pays. Donc, en tant qu'humain, on le sait ça. Et heureusement, en informatique et en base de données, ça a un nom. Ça s'appelle les dépendances fonctionnelles. Concrètement, ce que c'est que si on considère deux ou plusieurs colonnes, prenons l'exemple de deux colonnes, si deux tuples possèdent la même valeur pour une des colonnes, mettons la capitale, alors ils doivent avoir aussi la même valeur pour la colonne B, country dans ce cas-là. Donc, on dit que la valeur de capitale détermine fonctionnellement la valeur de country. Donc, ça, c'est les dépendances fonctionnelles en général. Mais ce dont on s'est rendu compte, c'est que en vrai et dans la vraie vie, les données sont souvent sales, manquantes et de piètre qualité. Et donc, on a inventé les dépendances fonctionnelles relaxées. Ça nous permet juste de dire, OK, je m'autorise à retrouver des dépendances fonctionnelles, même si elles ne s'appliquent pas à tous mes tuples, et je tolère un certain ratio de tuples où ce n'est pas applicable, par exemple. Donc, dans ce travail-là, on serait intéressé plutôt par les dépendances fonctionnelles relaxées. Donc, on peut s'y attendre. Il y a plusieurs approches de la littérature qui proposent de découvrir à partir des données des dépendances fonctionnelles relaxées. On peut notamment citer un des derniers travaux du laboratoire de Felix Neumann en Allemagne. Là, un fait intéressant, c'est qu'on a un jeu de données qui paraît raisonnable, donc 35 colonnes et un peu moins de 30 000 lignes. Et on voit que pour miner l'ensemble des dépendances fonctionnelles relaxées de différentes tailles, leur approche prend 30 heures. Donc, on se dit, c'est un peu lent. Est-ce qu'on ne peut pas trouver un système qui nous permettrait d'éviter à chaque fois, pour nos utilisateurs, de lancer la découverte des dépendances fonctionnelles en ad hoc? Et c'est pour cela qu'on propose notre approche. Et avant de vous l'expliquer en détail, je dois introduire un concept qui est le type sémantique. Donc, dans le monde de la base de données, on sait ce que c'est un type atomique. On sait que ces cellules-là, il s'agit de chaînes de caractères, que ça, c'est des entiers et que ça, c'est des décimales. Mais décimaux, pardon. Et le concept de type sémantique va un peu plus loin. Et là, je vais dire que je retrouve que ça, c'est des prénoms, que c'est des dates et que ça, c'est des coordonnées géographiques. Donc, l'idée de type sémantique, c'est à granularité plus fine que les types atomiques. Et ça
ça fait référence à un concept dans la vraie vie. Ce qui est bien, c'est que souvent, dans la plupart des logiciels qui permettent de faire du nettoyage de données ou de la data quality automatique, je vais citer notamment Talend, Trifacta, Power BI ou ce genre d'outils, on procède souvent, systématiquement, à une étape de découverte de type sémantique. Là, c'est un screenshot de Talend, mais c'est valable pour beaucoup de solutions. Donc, pourquoi ça nous intéresse et pourquoi on le fait? Parce que c'est très utile pour nettoyer les données, découvrir de nouvelles données ou même faire du matching de schémas. Découvrir que deux tables ont exactement le même schéma, même si le nom des colonnes est différent grâce justement au type sémantique. Et donc, maintenant, on peut expliquer le principe général de notre approche qui, l'idée vraiment, c'est construire une base de connaissances qui va répertorier des dépendances fonctionnelles relaxées entre des types sémantiques connus. Et pour cela, ce qu'on propose de faire, c'est on va prendre un corpus de tables web relationnelles. On va effectuer une étape de découverte de type sémantique à partir des tables extraites ici. On va fusionner des tables similaires ou pas, je vais en parler en détail après. Et on va extraire des dépendances fonctionnelles pour ensuite retranscrire ça dans une base de connaissances et qu'on utilisera plus tard pour découvrir ou vérifier des dépendances fonctionnelles sur de nouvelles données, moyennant une étape de découverte de type sémantique. Donc pour cela, on utilise un corpus assez conséquent, donc 30 millions de tables. Ce corpus s'appelle VisNet et il est issu de plusieurs sous-corpus, notamment WebTables, Plotly. Et WebTables, c'est principalement des données Wikipédia, donc qui viennent du crawl de Wikipédia, ou alors Open Data, qui sont plus des données gouvernementales. Donc de l'Open Data mis à disposition par le gouvernement. Et pardon. Pour ce faire, on va explorer ici dans l'étape de découverte de type sémantique plusieurs alternatives. Donc la première, on a Sato, qui est un réseau de neurones entraîné sur justement VisNet et qui permet de prédire en fonction d'une colonne de données et de ces colonnes de données voisines, donc à partir d'une table, le type sémantique d'une colonne. Donc pour ça, il utilise notamment un autre réseau de neurones qui est Sherlock et des features un peu topic aware pour découvrir le contexte de la colonne dans la table. Et justement se baser sur les autres colonnes pour prédire le type sémantique de la colonne en question. On a deux autres alternatives. La deuxième, c'est Locality Sensitive Hashing. Et l'idée ici avec LSH, c'est qu'on va construire un index. Et l'intuition de LSH, c'est que quand on veut encoder des objets, c'est que si les objets sont proches dans l'espace de départ, ils vont être aussi proches dans l'espace haché. C'est ce qu'on veut éviter normalement avec le hachage, mais dans ce cas-là, c'est la propriété qui nous intéresse. Et donc, on va l'utiliser comme un index à partir d'une donnée, le hacher, et voir à quoi ce type ressemble ou quel est le type sémantique le plus proche. Et la dernière, la plus simple,
c'est la comparaison d'entête. On va, par exemple, on prend une table de données issue de Wikipédia. S'il y a first name, par exemple, dans le nom de la colonne, on va considérer que le type sémantique de cette colonne, c'est first name. En faisant ce choix, on met l'hypothèse que c'est bien formé et que les données sont de bonne qualité. Donc, pour la partie où on évalue les résultats obtenus avec notre approche. Donc, pour ce faire, pour construire un index LSH, on a besoin de valeurs bornées. Donc, on s'est restreint à une liste de types sémantiques qui contient 44 types sémantiques. Chacun est borné, contrairement à des types sémantiques, par exemple, quand on vérifie là, avec une expression régulière. Là, states, ça va être la liste des états. Voilà, c'est juste une liste. Et on va à la main labeller tous les couples de dépendance fonctionnelle de taille 2, d'arité 2. Par exemple, on va dire, est-ce que ISBN peut déterminer la valeur de position? Est-ce que ISBN peut déterminer non? Et est-ce que ISBN peut déterminer la valeur de hauteur? La réponse est oui. Voilà. Et donc, ce qu'on a fait, c'est on a pris 2 millions de tables web. On a décliné la méthode de détection de type sémantique 3 fois, donc avec chacune des méthodes. On a extrait des dépendances et ensuite on a construit la base de connaissances. Il y a eu aussi une étape de fusion des tables. Je vais l'expliquer juste là, mais vous verrez. Donc là, en faisant ça, on s'est rendu compte que la plupart des tables étaient très petites en nombre de lignes. Donc on s'est dit, pour robustifier un peu la qualité des dépendances fonctionnelles relaxées qu'on pourrait extraire, on va plutôt fusionner les tables. Donc, si une table où on aurait retrouvé 2 types sémantiques, on va à chaque fois fusionner toutes les tables qui contiennent exactement le même couple de types sémantiques. Et donc, on se retrouve après avec des tables beaucoup plus conséquentes et on a l'intuition que ça va améliorer la pertinence des dépendances fonctionnelles minées à partir de ces tables. Donc, ça s'est confirmé dans les faits. Donc, vous vous rappelez, on a annoté d'abord les types, les dépendances fonctionnelles candidates. Et donc, ça nous a permis de calculer des performances, précision, rappel et fin. On voit que dans ce cas-là, la méthode en utilisant les entêtes a été la meilleure. Et on voit que la fusion des tables similaires qui traitent de types sémantiques similaires nous fait gagner beaucoup en pertinence des dépendances fonctionnelles. Pour finir rapidement, donc concrètement, les résultats de ce travail, c'est prendre un plus large ensemble de types sémantiques et dérouler notre chaîne de traitement. On se retrouve, ça, c'est un extrait de la base construite qui contient au total 680 dépendances fonctionnelles. Donc, ça va être un lien entre 2 types sémantiques. Il sera plus ou moins gros en fonction du nombre de co-occurrences. Et on a mesuré, c'est dans l'article, on a mesuré un score, pardon, qui va déterminer à quel point on est sûr de cette dépendance. Et donc, en exploitation, très rapidement aussi, on a un nouveau jeu de données sous réserve que l'on fasse une étape de détection des types sémantiques.
Je peux, si je découvre qu'il s'agit de entreprise, symbole, industrie et pays, je peux aller interroger mon graphe et voir, OK, il y a une dépendance entre compagnie et industrie. Ça vaut peut-être le coup de vérifier. Donc, voilà. Ça me permet de valider, d'invalider sans avoir à recalculer toutes les dépendances. Et en perspective, on compte généraliser la prise en compte, enfin, on veut prendre en compte des dépendances fonctionnelles d'arité supérieure à 2 et on voudrait s'intéresser à des contraintes d'intégrité différentes comme la combinaison unique relaxée ou les contraintes de déni qui sont appelées en anglais denial constraints. Voilà. Merci. Bon, on a un tout petit peu dépassé, mais c'est pas méchant. On avait une question déjà dans le chat. Donc, est-ce que c'est prévu, comme tu travailles chez Talent, est-ce que c'est prévu à terme d'intégrer dans l'outil Talent? Oui, c'est en cours de déploiement, à vrai dire. Cette base de connaissances va être embarquée pour justement gagner du temps et proposer des dépendances de vérifier les dépendances qu'on connaît déjà. D'accord. Et du coup, autre question, oui, qui est liée, tout le monde avait la même, je pense. Oui. C'est est-ce que c'est coûteux, du coup, on entend tout Oui. ça parce que... Oui, c'est très coûteux. Ça a été fait sur une instance Amazon et ça a été parallélisé au maximum. Mais ça reste coûteux. Mais l'avantage de ce qu'on fait, c'est qu'on veut le faire une fois et c'est tout. Et ensuite, on exploite. Donc, on ne le fait pas aussi souvent que ça. C'est coûteux, mais ce n'est pas très grave pour nous. Oui, d'accord, merci, je comprends bien. Et du coup, la question que j'avais, c'est par rapport à CDF, R, c'est presque des dépendances fonctionnelles, je ne sais plus comment tu les appelais exactement. Oui, dépendance approximée ou relaxée, on peut Ah ouais, dire voilà, les deux. relaxé. Du coup, comment on peut gérer le taux de relaxation? J'imagine que c'est un paramètre, je crois que je l'ai vu là, plus ou moins sur ton slide 6. Oui. Parce que selon si on veut qu'il y ait 1 ou 1% ou 0,5% d'intrus ou 10% d'intrus, je pense que le taux de calcul, évidemment, n'est pas le même. Exactement, ouais. C'est quoi? C'est ce Emacs là, c'est ça que je vois? C'est ça, ouais. Ça c'est le papier c'est Pyro. Ils ont deux paramètres parce qu'ils cherchent deux choses, les dépendances fonctionnelles relaxées et les combinaisons uniques, mais c'est exactement ça. Ça peut être le ratio de tuples qui ne respectent pas la dépendance fonctionnelle. D'accord. Et pour finir, on a le président qui pose une question, je suis obligé de la poser, du coup, et la complexité? On n'est pas sur un truc franchement exponentiel? Si, mais justement, on s'est intéressé qu'aux dépendances fonctionnelles relaxées d'arité 2. Donc, c'est ça qui nous sauve. Mais si on veut faire comme eux font dans leur article, c'est pas possible de le faire. D'accord. Et quand tu dis arité 2, c'est un élément dans le membre droit, un élément dans le membre gauche? Exactement. A implique B, ouais. C'est A implique B, A étant un seul attribut, ok. Ouais. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous. On va passer. Bonjour, je m'appelle Paul Rivin, je suis doctorant chez Thales Recherche et Technologies et à l'Université de Paris. Je vais vous présenter des travaux que j'ai menés en coopération avec Simon Foissier et sous la supervision du professeur Mohamed Nadif sur les modèles à blocs stochastiques corrigés en degrés pour l'étude des graphes dynamiques. Donc, ce qui nous a motivés dans cette étude, c'est d'analyser des réseaux dynamiques, donc des graphes dynamiques, dans un premier temps, dans un but de faire de la supervision de réseau,
Et on va prendre l'exemple d'un réseau de transport dans lequel on va considérer que les nœuds du graphe sont les stations du réseau et qu'une arête entre deux nœuds va correspondre au nombre de personnes qui va d'une station à une autre pendant une période de temps donnée. Et donc ça, c'est l'exemple qu'on va filer au cours de la présentation. Et dans cette étude, on va essayer de s'intéresser à deux propriétés qu'on a observées sur les réseaux réels dynamiques. La première, c'est qu'on a souvent une grande hétérogénéité dans les degrés des nœuds. Donc on va avoir des nœuds qui vont avoir des degrés, certains nœuds qui vont avoir des degrés bien plus grands que les autres nœuds du graphe. Donc des nœuds qui vont souvent jouer le rôle de hub dans le réseau. Le deuxième aspect, c'est le fait que les degrés entrants et sortants d'un nœud vont pouvoir beaucoup évoluer au cours du temps, alors que le nœud, lui, va toujours se connecter au reste du graphe dans les mêmes proportions. Donc je m'explique. Dans le cas par exemple d'un réseau de transport, si on considère une station donnée pendant une période, disons la matinée, pendant laquelle il ne va pas y avoir d'incident particulier, tous les trajets vont globalement se répartir de la même façon sur le reste du réseau, sauf que entre l'ouverture du réseau et l'heure de pointe, on va avoir une augmentation du nombre de personnes qui vont faire un trajet depuis cette station vers les autres stations du réseau. Donc en fait, on va avoir une augmentation, une tendance dans le degré sortant de ce nœud. Donc c'est quelque chose qu'on va essayer de prendre en compte pour notre modélisation. Donc plus formellement, on va se placer dans un contexte de graphe dynamique dans lequel on va considérer un ensemble fixé de nœuds. Donc on pourra potentiellement modéliser des nœuds qui peuvent apparaître ou disparaître dans le temps. On va considérer que les arêtes peuvent varier au cours du temps et que le temps est discrétisé. Comme ici on s'intéresse à des données de comptage, on va considérer des arêtes pondérées avec des points entiers. Et on va se placer dans un contexte de clustering où on va essayer d'attribuer à chaque nœud un cluster. On va vouloir que ce clustering soit basé sur la façon dont un nœud se connecte au reste des nœuds du graphe. Donc on va essayer de capturer la structure du graphe. Et comme les arêtes du graphe vont varier au cours du temps, on va aussi s'intéresser à la dynamique du graphe, donc la façon dont il évolue au cours du temps. Donc voilà, maintenant je vais vous présenter un premier modèle qui sera notre modèle un peu de référence pour la suite, pour le clustering de graphes. Ce modèle, c'est le modèle à bloc stochastique, le SBM, et on va voir ses limites dans le cadre de notre cas d'usage. Donc, le modèle à bloc stochastique, c'est un modèle génératif pour des graphes aléatoires avec lequel on peut faire du clustering statistique. Donc, on peut voir ça comme une extension des mélanges de modèles pour des graphes. Et avec ce type de modèle, en fait, on peut modéliser une assez grande variété de graphes, une variété de types d'arêtes, en fonction de la distribution de mélange que l'on va choisir. Donc, dans notre cas, on travaille avec des données de comptage, donc on va choisir une distribution de Poisson. Et donc avec ce graphe, quand on va vouloir générer un graphe avec ce modèle, on va donner l'entrée du modèle de paramètres, qu'on a appelé donc alpha et gamma. Donc, dans un premier temps, on va attribuer à chaque nœud un cluster. Donc à la l'aide du paramètre alpha, on va pouvoir échantillonner pour chaque nœud i son cluster zi à partir d'une distribution catégorielle de paramètres alpha, dont la composante alpha k va déterminer la proportion a priori d'une classe. Ensuite, une fois que chaque nœud a un cluster, on va pouvoir échantillonner les arêtes. Et en fait, on va dire qu'une arête qui part d'un nœud i qui est dans un cluster k et qui va vers un nœud j qui est dans un cluster l appartient à un bloc kl, d'où la notion de bloc dans les modèles à bloc stochastiques. Et donc, lorsqu'on va échantillonner les arêtes, on va dire que toutes les arêtes qui sont dans un bloc KL vont être échantillonnées de façon indépendante avec une distribution de Poisson de paramètres gamma KL. Donc ici, alpha va déterminer les proportions a priori et gamma va déterminer la façon dont les clusters se connectent entre eux. Donc, c'est un modèle qui est intéressant parce que c'est un modèle génératif avec des paramètres qui sont interprétables. Il est aussi particulièrement parcimonieux puisqu'on a de l'ordre de k carré paramètres pour n nœuds.
L'inconvénient, c'est que dans ce type de modèle, l'inférence est difficile, donc retrouver les classes et les paramètres à partir de données observées. Et on va se placer donc dans un contexte, dans un contexte fréquentiste, et on va faire une inférence variationnelle basée sur l'algorithme EM, mais c'est quelque chose que je ne décrirai pas dans cette présentation, donc vous pourrez voir dans le papier. En termes de modélisation, par contre, on va avoir quelques soucis avec ce modèle, parce que dans un premier temps, en fait, quand on utilise ce modèle, on fait implicitement en fait, l'hypothèse qu'au sein d'un même cluster, la distribution des degrés est homogène. Ce qui lorsqu'on va utiliser le modèle en classification, va avoir tendance à mettre dans un même cluster des nœuds qui ont des mêmes degrés. Il va donc être peu adapté à la modélisation de hub. Et le deuxième point, c'est que tout simplement, c'est un modèle statique. Et si l'on souhaitait, par exemple, appliquer ce modèle statique à chaque instant de notre graphe dynamique donc discrétisé sur plusieurs matrices d'adjacence de suite, on pourrait certes capturer la structure du graphe à chaque instant, mais on n'aurait pas la dynamique du graphe au cours du temps. Donc c'est ce qu'on va essayer de remédier. Donc voilà, je vais présenter le modèle qu'on a proposé dans le papier. Alors ces travaux sont basés sur les travaux de Mathias et Neil, dans lequel en fait on considère que plutôt que d'attribuer à un nœud un seul cluster, on peut attribuer à un nœud une suite de clusters. Donc à chaque instant, un nœud peut changer de cluster. Et donc on va attribuer en fait à chaque nœud un processus latent qui va être une chaîne de Markov homogène sur l'ensemble des clusters, donc des K-clusters. Donc tous ces processus latents vont être indépendants a priori et vont partager une même distribution initiale, donc avec les mêmes proportions alpha au premier instant, et une même matrice de transition, donc pi, probabilité qu'un nœud passe d'un cluster à un autre entre deux instants successifs. Donc à droite, on peut représenter une réalisation de ces n processus latents sous forme d'un diagramme alluvial. Donc en fait, là on observe pour 3 clusters et 10 instants. À chaque instant, on a la barre verticale nous donne la taille d'un cluster, donc le nombre de nœuds dans chaque cluster. Et en gris et en noir, on observe les flux, donc le nombre de nœuds qui vont d'un cluster à un autre entre deux instants successifs. En gris, c'est les flux donc, qui restent dans le même cluster entre deux instants successifs, et en noir, c'est ceux qui changent de cluster. Donc maintenant qu'on a échantillonné nos n processus latents, on va pouvoir échantillonner les arêtes du graphe. Et donc ce qu'on a proposé, c'est d'attribuer à chaque nœud deux paramètres qu'on appelait des paramètres de marge, mui et nui, qui vont être dépendants du temps et liés au degré entrant et sortant des nœuds. Donc pour échantillonner une arête, par exemple, qui est entre un nœud i et un nœud j à un instant t, si cette arête est dans un bloc donné KL, on va dire qu'elle est échantillonnée à partir d'une distribution de Poisson dont le paramètre est le produit de la marge associée au nœud de départ i, donc la marge entrante, la marge sortante associée au nœud de départ i, la marge entrante associée au nœud d'arrivée j, et du paramètre de connectivité gamma KL. Donc ça va nous permettre de mettre en termes de clustering, de mettre dans un même cluster des nœuds qui se connectent aux autres clusters dans les mêmes proportions, et ce, indépendamment de leur degré. Donc ça nous intéresse en termes de classification, puisqu'on va pouvoir travailler avec des hubs dans un réseau. On peut voir à droite une réalisation du modèle, où on a donc 3 clusters et une bonne variabilité dans les degrés des nœuds dans chaque cluster, donc donné par le diamètre des cercles. Aussi, d'un point de vue dynamique, ces marges vont nous permettre d'absorber les tendances que l'on a dans les degrés entrants et sortants des nœuds au cours du temps. Donc maintenant, je vais présenter rapidement une application sur un jeu de données réel. Donc, on va travailler donc avec des données qui sont issues d'un système de vélo libre-service à Londres. On considère donc 778 stations au cours de 14 instants, donc 14 jours. Donc on va avoir un graphe par jour qui va correspondre à tout le flux passager qu'il y a dans le réseau pour chaque jour. Et on va fixer un nombre de clusters égal à 7.
Donc ici, on peut observer une représentation des clusters obtenus pour un jour donné. Donc on voit qu'on a globalement que les clusters sont assez corrélés géographiquement, ce qui a plutôt du sens pour, étant donné la nature des données. Et on va pouvoir s'intéresser à la dynamique des clusters, donc la façon dont ils évoluent dans le temps. Donc ici, on a le diagramme alluvial associé aux partitions que l'on a trouvées. Et on observe que sur les 10 premiers jours, donc jusqu'ici, on a une bonne stabilité dans la dynamique des clusters. Donc la plupart des nœuds restent dans le même cluster au cours du temps. Mais par contre, sur les 4 derniers jours, on voit qu'il y a beaucoup de transitions de classe, donc beaucoup de nœuds qui changent de cluster. Et ça nous indique éventuellement une anomalie. Et il se trouve qu'à posteriori, on a fait l'analyse et on s'est rendu compte que lors de ces 4 derniers jours avait lieu le carnaval de Notting Hill à Londres, donc qui est un événement dans lequel il y a plusieurs millions de participants et donc qui perturbe la façon dont le flux passager se répartit au sein du réseau. Donc en fait, on a vu que l'analyse de la dynamique du graphe, dans la structure du graphe, nous a permis de détecter des anomalies sur le réseau. Voilà, merci de votre attention. Si vous avez des questions. Hop, merci, oui, pardon, je ne trouvais plus mon bouton. Merci, hein, c'était super intéressant. Je n'ai pas encore vu de questions, alors je vais prendre la main. Tu peux remettre du coup le transparent précédent. Alors, Ouais. ce que je ne suis pas sûr d'avoir saisi, donc tu as dit là, vous travaillez sur les vélos, sur les stations. Donc, une arête représente quoi là, ici? C'est pas les vélos qui changent de station, si? Une arête donc ça, c'est les partitions que l'on a obtenues, les partitions dynamiques que l'on a obtenues en faisant le clustering du graphe dynamique. Mais sinon, qu'est-ce que c'est le graphe? C'est les vélos qui. Je prends mon vélo à une station, je le mets à une autre station, et là j'ai une arête, c'est ça? Exactement, oui. Ok. Et donc, et là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup de vélos qui changent de station et qui convergent vers un groupe de stations données, non? En fait, c'est qu'il y a beaucoup de stations qui changent de cluster. Donc en fait, il y a beaucoup de stations qui changent de façon de se connecter au reste du réseau. D'accord. Donc c'est habituellement, voilà, c'est ça. Les vélos, ils partent d'une station vers une autre, et ce fait habituel qu'on voit bien, parce qu'on voit bien le motif dans le graphe au début, ça change, ce schéma de transport-là change complètement. Exactement, oui. Ok, donc c'est ça qu'on voit. Ok, je n'étais pas sûr. Très bien, excellent. Ah, ben donc tu vois, là, donc, et si on clusterisait, donc avec uniquement les données de l'événement de Notting Hill, qu'est-ce qu'on verrait? C'est délicat comme question. Disons que si on utilisait uniquement les 4 jours pendant ce festival, je pense que en fait, le fait d'avoir que uniquement 4 instants dans notre graphe dynamique, ça va nous poser des problèmes pour l'utilisation du modèle. C'est-à-dire que lorsqu'on va vouloir estimer des paramètres, ça va être difficile et ça risque d'assez mal marcher. Donc il faudrait l'étudier sur un pas de temps qui serait différent. Donc prendre peut-être un point toutes les heures, et ce sur les 4 jours. Et dans ce cas-là, on aurait forcément des résultats qui seraient complètement différents, forcément. Mais dans ce cas-là, en fait, on s'intéresserait à la dynamique des clusters pendant cette période-là, ce qui est, je dirais, une autre étude, en fait. Mais s'il n'y a pas d'autres questions, a priori j'attendais, mais je ne vois pas. Non, mais merci, c'est super cool. Non, j'adore ce genre de travail. Non, c'est des dessins comme ça, c'est bien. Bravo. Et ça fait déjà 15 minutes. Mais merci beaucoup. Merci. Bonjour à tous, je m'appelle Logan, je suis doctorante à INSA Lyon. Je suis ravie de vous présenter mon travail à la formulation diversifiée via des processus ponctuels déterminantaux sur les graphes de connaissances. Et
La présentation aujourd'hui sera organisée en 4 parties. Je vais d'abord apporter la motivation et les travaux dans les domaines. Et puis, je vais vous parler de notre proposition type KG et vous expliquer un peu plus sur comment on essaie d'incorporer les graphes de connaissances pour une recommandation diversifiée. Ensuite, je vais vous parler vous montrer les résultats de notre XP et vous montrer l'évaluation de notre XP et finalement, je vais faire une conclusion avec notre proposition. D'abord, la motivation. En fait, les problèmes des recommandations traditionnellement ciblent à essayer d'améliorer la pertinence pour les utilisateurs. En fait, c'est aussi important pour améliorer les pertinences, mais il y a d'autres côtés, d'autres facettes qu'on essaie d'améliorer, par exemple la diversité, l'explicabilité, etc. Du coup, le centre de notre travail, c'est d'essayer d'améliorer les deux côtés, la pertinence et la diversité ensemble. Et ce qu'on pourrait utiliser, en fait, parce que traditionnellement, les méthodes de recommandation utilisent les interactions historiques entre les utilisateurs et les items pour essayer de faire la prédiction ou la recommandation pour les utilisateurs. Mais dans d'autres travaux existants, ils montrent que, en fait, avec l'accès de l'information auxiliaire, par exemple, les genres, les catégories des items ou d'autres informations qui sont attachées aux items pourraient améliorer cette pertinence pour la recommandation. Du coup, ce qu'on essaye, c'est d'essayer d'utiliser cette information auxiliaire pour améliorer notre modèle et essayer de voir si on peut encore utiliser cette information pour améliorer la diversité. Et notre travail repose sur, en fait, deux côtés, deux travaux importants. Le premier, ce sont des méthodes de prolongement de graphes de connaissances, ou en anglais, knowledge graph embedding. Ce qu'il fait, les méthodes de knowledge graph embedding, en fait, c'est de prendre des graphes de connaissances et essayer de faire l'apprentissage des représentations vectorielles pour toutes les entités dans le graphe et aussi les représentations vectorielles des relations. Et à partir de ces représentations vectorielles, on peut calculer les valeurs entre les utilisateurs et les items et essayer d'utiliser cette valeur comme la base pour faire la recommandation. Et déjà, ces méthodes de prolongement de graphes de connaissances sont déjà utilisées dans d'autres domaines pour d'autres problématiques, par exemple link prediction, etc. Et ces méthodes ont déjà montré des améliorations par rapport à ces problèmes. Et la deuxième catégorie de travaux existants, ce sont les problèmes pour la diversification. Déjà, il y a des travaux comme MR et Maxom qui sont des méthodes de faire le post-processing à partir de la recommandation existante et essayer de faire le re-ranking pour chaque utilisateur et essayer de balancer entre la pertinence et la diversité d'une manière heuristique. Et récemment, il y a
une nouvelle catégorie de modèles, c'est le processus ponctuel de déterminal qui ont se marché pour essayer d'améliorer la diversification. En fait, le processus de ponctuel déterminal, c'est un modèle probabilistique défini sur les sous-ensembles des points. Et ce processus est muni d'une matrice de noyaux, en fait, avec des dimensions 2D, et chaque dimension, c'est le nombre des items de candidats, en fait. Et le point important sur cette matrice de noyaux, c'est que la probabilité de sélectionner un sous-ensemble des points ou d'items sera proportionnelle au déterminant de la matrice noyau indexée par ces items. Et ici, on n'a pas de preuves, mais on pourrait faire des preuves de dire que, en fait, cette définition de DBB pourrait garantir une probabilité plus haute d'attirer des sous-ensembles des points avec plus de diversité, ou bien en anglais c'est high repulsiveness. Ce qu'on propose à partir de prolongement de graphes de connaissances et le processus ponctuel déterminant, c'est qu'on essaye de combiner les deux méthodes ensemble pour faire une recombinaison d'open diversifiée. Et on a proposé une méthode effective pour construire cette matrice de noyaux pour faire la diversification. Ici, c'est sur le graphique, c'est un processus pour réaliser notre recombinaison diversifiée. D'abord, on construit une graphe de connaissances à partir de notre dataset. Il y a les utilisateurs, les items et les items qui pourraient attacher, des autres entités qui pourraient attacher aux items. On essaie de construire la graphe. Ensuite, on utilise des méthodes de prolongement de graphe de connaissances pour apprendre ces représentations vectorielles pour les utilisateurs et les items. Et puis, on reprend les résultats de ces représentations vectorielles pour construire cette matrice Connell de DBB. Et puis, finalement, on utilise ces matrices de noyaux pour faire la prédiction pour chaque utilisateur. Et on va aller un peu plus sur les détails, comment on fait pour toutes ces étapes. D'abord, on construit cette graphe de connaissances. Ici, on prend l'exemple pour la recombinaison des films. On a des utilisateurs et des items. Dans le dataset, on a déjà les interactions historiques entre les utilisateurs et les items. Et on a des informations auxiliaires. Ici, on prend l'exemple, les genres et les directeurs et les actrices ou acteurs qui pourraient attacher, qui pourraient faire un lien avec les films. Du coup, on prend tous ces entités, utilisateurs, les films et les acteurs, etc., comme des entités dans le graphe, et on prend tous les liens comme des relations dans cette graphe. Et ensuite, une fois qu'on a construit cette graphe de connaissances, on applique des méthodes de prolongement de graphe de connaissances. Ici, on a utilisé des méthodes basées sur les translations. En fait, ces méthodes de prolongement de graphe de connaissances basées sur la translation ont pris une forme
c'est que en général, ici, on pourrait voir dans le graphique, il y a pour chaque entité et relation dans le graphe, on le représente par un vecteur et la translation se réalise par, on dit que entre deux entités, il y a une relation qui pourrait les relier et approximativement, c'est E1, c'est l'entité, la première entité plus la relation correspondante sera égale approximativement la deuxième entité. Et puis, pour faire l'apprentissage de ces représentations vectorielles, on essaie de faire des samplings à partir de liens qu'on a déjà existé et des samplings négatifs pour essayer de minimiser cette fonction de loss qui sont guidées sur ce diapo présenté sous la forme de L comme ceci avec le margin et une fois qu'on a minimisé cette fonction de loss, on pourrait obtenir les représentations vectorielles de toutes les entités et les relations de la graphe. Et ensuite, c'est pour construire la matrice de noyau pour le processus de ponctuel déterminantal. Ici, on essaie de construire une matrice de noyau pour chaque utilisateur. On représente LU en sélectionnant un nombre de candidats, en fait, parce que ici, on sélectionne des candidats, des items candidats à la place de sélectionner tous les items dans la database. C'est parce que ce sera plus efficace et aussi parce que c'est un défaut de processus de ponctuel déterminable parce que ça prend assez longtemps. Du coup, ce qu'on a fait, c'est de sélectionner un nombre limité de candidats items, mais d'une manière en utilisant les résultats de notre étape de non-geographic embedding et faire le ranking à partir des résultats et prendre les top, par exemple 50 ou top 100 items comme des items candidats. Et à partir de ces résultats, on essaye de construire les deux parties, le AU, qui sont des éléments diagonales dans cette matrice pour chaque utilisateur, et DU, qui sont des éléments non diagonales pour cette matrice. On utilise la fonction sortMin pour construire chaque élément dans cette matrice de noyau, ici avec AI et DIG qui sont pour remplir cette matrice de noyau. Alors accélérer, parce qu'il vous reste environ 1 minute. Ah oui, d'accord. Et finalement, on fait la prédiction à base sur cette matrice. On a utilisé cette méthode MAP Inference Method qui, avec une complexité ON square M pour obtenir les résultats diversifiés finaux. Et pour les configurations des expériments, on a utilisé les datasets Movilance et IMDP
on combine les deux pour construire les datasets, pour construire la graphe de connaissances. Et au niveau de métrique qu'on utilise, pour la pertinence, on a utilisé RIT, NDCG, et pour la diversité, on a utilisé ILAD et ILMD qui prennent ces formes pour calculer la diversité. La première table montre que en appliquant les méthodes de Knowledge Graph Embedding, il pourrait améliorer évidemment la pertinence de la formulation par rapport des méthodes de Ground Truth. En fait, PPR MF c'est la meilleure méthode. Enfin, c'est pas la meilleure, mais d'une méthode utilisée assez souvent comme la base. Et RCF, utilise non seulement les interactions entre utilisateurs et les agents, mais aussi des informations auxiliaires. Et on pourrait facilement voir que on a fait des améliorations évidentes. Et la deuxième table montre les résultats après la diversification et en considérant les deux côtés, la pertinence et la diversité, montre que en fait notre proposition a amélioré la pertinence. Et au niveau de diversité, on a presque les meilleurs, même si avec certains, c'est pas tellement évident, mais on est dans les meilleurs par rapport à la diversité. Et on fait le résumé. En fait, notre travail, en fait, on fait déjà une preuve que en combinant les prolongements des graphes de connaissances et DBB, on pourrait effectivement améliorer la performance de formulation au niveau de pertinence et au niveau de la diversité, mais il reste encore un problème, c'est qu'on ne sait pas comment mesurer effectivement les trade-offs entre les deux côtés, la pertinence et la diversité, et du coup, il reste dans le travail au futur. Et voilà pour la présentation. Merci. On a le temps quand même. Une question rapide. Donc, il y avait Hugo qui avait une question. Mais du coup, comme tu es là, je vais te laisser la poser à l'oral. Hein. La présentation factorielle après ce partage. Non, mais Hugo va nous le redire ça à l'oral. La représentation que vous apprenez, donc elle diffère selon les types. Et donc, est-ce que l'espace final de représentation, il est partagé à travers tous ces types? Oui. Oui. En fait, ça veut dire que la présentation factorielle pour chaque entité et chaque relation, c'est un vecteur. Et puis, oui, il n'y a pas d'autres espaces de représentation, en fait. C'est universel pour chaque... Comment cette uniformisation, elle est apprise, étant donné que j'imagine que les différents types ne partagent pas les mêmes features, par exemple? En fait, dans les méthodes de plongement de graphe, on considère chaque entité, n'importe quelle catégorie, n'importe quelle information qu'ils ont, on les considère comme un vecteur. Et on essaye de le représenter par des vecteurs, et on pourrait on ne considère pas les informations à part, mais seulement on le considère comme des vecteurs, et il y a des différents, si en réel ils ont des genres différents, ça veut dire que en utilisant des fonctions de calculer la distance entre ces vecteurs, ce sera plus grand, mais si les entités sont plus similaires, cela correspondant à la distance calculée par certaines fonctions de ces vecteurs sera plus petit.
D'accord, très bien, merci. Et merci à tous. Du coup, ça conclut cette session. Félicitations. Du coup, là, je peux pas. Normalement, là, on lance les applaudissements. Donc, en général, on écrit clap-clap dans le chat. Voilà. Bravo à tout le monde. Et donc, n'oubliez pas, on se retrouve donc dans un quart d'heure sur le salon BBB qui va bien pour l'Assemblée générale de l'association EGC. Et dans l'Assemblée générale, on remettra en particulier les prix des meilleurs articles, meilleurs démos. Voilà, merci, au revoir, à bientôt.